Donc c'était vraiment de l'entrepreneuriat, des opérations dans une startup du numérique pour un projet politique. Et du coup, j'ai beaucoup appris là-dedans dans cette expérience. Pour te dire, d'un point de vue opérationnel, et après ça fait le lien avec ce que je fais notamment chez Lime, on est parti au début de l'aventure, il n'y avait rien dans aucun territoire, pas une personne. Physiquement, il n'y avait aucun tract, même le programme n'était pas clairement défini, etc. C'était plutôt un état d'esprit, une attitude. Et dans l'entre-deux tours, 6 mois après, on est arrivé et on a distribué plus de 30 millions de documents aux Français en une semaine. Et donc ça veut dire qu'en 6 mois, on avait réussi à mettre en place un circuit de production, de distribution qui nous permettait le lundi de passer la commande à l'imprimeur, le mardi c'était imprimé, le mercredi c'était réceptionné, le jeudi c'était distribué à tous les bénévoles dans tous les départements de France, et vendredi et samedi c'était sur les marchés et ça arrivait aux citoyens. Donc cette capacité à structurer les choses dans un contexte d'hypercroissance, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris encore plus chez En Marche que chez John Paul. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui continue la lignée des nouveaux épisodes de la saison 3. Pour ceux qui ne le savent pas et pour tous ceux qui écoutent le Brand Podcast pour la première fois, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, CMO, CEO, tout simplement curieux d'en savoir plus sur du marketing, à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. On a fait un petit pivot et aujourd'hui le Brand Podcast ça ressemble beaucoup plus à des histoires de marketeurs expérimentés plus qu'un concept très très technique par rapport aux marques. Ceci dit, on parle toujours évidemment de marketing. Aujourd'hui, on va recevoir Antoine qui va se présenter d'ici quelques minutes. Mais avant ça, j'aimerais vous demander de mettre des petits commentaires, si jamais, parce que ça nous aide toujours à monter dans les classements. Sans plus tarder, Antoine, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour Eddy, bonjour à tous. Antoine Bruy, j'ai 30 ans, 2 enfants, et ça fait maintenant 3 ans que je travaille chez Lime en tant que General Manager à Paris. Du coup, Paris est un marché important pour la micromobilité, a fortiori pour Lime. Et voilà, 3 ans d'innovation, je suis parti en lançant le service. Il y avait quasiment rien en Europe pour Lime, et puis pas mal d'innovation. Et aujourd'hui, on a 3 véhicules, une trottinette, un vélo, un scooter électrique en plein cœur de Paris. C'était intense, c'est toujours intense, et on continue à être au service de la transformation du transport urbain. Ok, ça marche. Bon, pour commencer, les questions en règle générale, j'aime bien partir dans l'ordre chronologique, donc en commençant forcément par tes études, puisque c'est le début. Tu as fait tes études à Lyon, donc dans le prestigieux lycée du Parc, effectivement. Et puis suite à ça, tu as intégré HEC Paris. On en parlait en call de préparation. Un des drivers de ton parcours, ça a vraiment été l'entrepreneuriat. Et de ce que je vois, c'est que tu es issu du master XHEC Entrepreneur. Et c'est un master avec des alumni quand même assez célèbres, qui ont créé des grosses boîtes, etc. Pour toi, il y a un truc que j'ai remarqué suite à ça, c'est que quand tu es sorti de tes études, tu n'as pas créé d'entreprise directement à la suite. On aurait pu se dire, tu vois, que tu aurais eu pas mal de mal à trouver un associé ou des investisseurs. Enfin, dans un environnement pareil, il y a quand même des choses qui te poussent dans une certaine direction. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu n'as pas fait le choix de l'entrepreneuriat à la sortie de ton master, et est-ce que selon toi, tu vois, ton passif de sportif, de haut niveau, etc., ça a joué un petit peu dans cette envie d'entreprendre? Complètement, et je vais te surprendre un peu, même si j'ai pas créé d'entreprise, j'ai lancé un projet sortant d'HEC. J'ai monté un site de e-commerce de saucissons d'Auvergne. Parce que du coup j'ai grandi en Auvergne, et voilà, et du coup le saucisson, j'en parlais tout le temps, j'adore ça, et c'est un marqueur culturel fort. Et du coup j'ai quand même monté un projet en sortant de l'HEC et en sortant des études. Donc j'ai créé mon site de vente en ligne de saucissons d'Auvergne en parallèle justement de mon job et chez John Paul. Et pour répondre à ta question, la raison pour laquelle je suis pas allé full time, c'est que très modestement j'avais 23 ans, même si beaucoup d'énergie, pas vraiment d'expérience sur où aller, comment faire. J'avais des idées, mais je voyais pas concrètement comment j'allais pouvoir les mettre en œuvre dès la sortie de l'école. Et du coup j'ai fait le choix je m'éclate avec des side projects comme ça, comme celui ça s'appelait Bluyon, parce que du coup j'avais lancé ça avec un pote qui s'appelait Adrien Guyon,
Et du coup, la contraction de nos deux noms faisait Bluillon, le saucisson qui sent bon, le saucisson de votre salon, etc. Et on s'était bien marré, en parallèle justement d'un apprentissage beaucoup plus sérieux, aux côtés d'un entrepreneur qui avait déjà bien marché avec John Paul, qui s'appelait David Amsellem. Ok, ça marche. Et sur le site, vous aviez fait des ventes, tout ça, enfin, ou c'était une cata totale le truc? Non, on a fait des ventes. On a fait des ventes et justement, on a commencé pour ce side project. On s'était donné un peu une règle, c'était de se faire plaisir et aussi de. Tu vois, je suis sorti en 2015 de l'école. Il y avait une grosse tendance à un peu moins que maintenant, mais quand même à lever beaucoup de fonds. Le chiffre d'affaires, c'était accessoire, etc. Et nous, on voulait prendre le contre-pied de ça. Et notre objectif, c'était zéro investissement. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a pris un site en ligne, tu sais, où tu payes par mois 10-15 euros et ensuite c'est une commission sur les ventes. Okay. Et du coup, on a commencé à vendre nos saucissons comme ça. On en a vendu quelques milliers en un an. Et on a apprécié, on a passé un très bon moment, on a appris des choses. Et notamment sur comment tu fais un site web, comment on essaye de le référencer, mais aussi toute la logistique. Et après, je l'ai retrouvé chez Lime. Mais cet aspect logistique, opération, concrètement, une fois qu'on a fait une vente, comment est-ce que le saucisson, depuis notre producteur qu'on avait sélectionné, labellisé en Haute-Loire, il arrive chez le client assez rapidement. Moi, mon objectif, c'était de simplifier au maximum la commande. Donc, on pouvait faire des commandes par SMS et on envoyait un lien de paiement par SMS et ensuite, c'était livré en 48 heures chez la personne. Donc non, ça a relativement bien marché. On en a vendu plusieurs milliers. On a pas mal appris, non seulement avec les clients, on a appris à pivoter aussi, parce qu'au début, on se disait, ça existe pas pour les clients et les particuliers de se faire livrer des saucissons en 48 heures par SMS. C'est ce qu'on a créé. Et on s'est rendu compte que le marché était plus accessible et sans doute plus vaste pour vendre en B2B. Et du coup, on a fourni pas mal quelques restaurants et des cavistes aussi à Paris. Ok, mais c'est quand même gros comme business. Enfin, je veux dire, en termes enfin, tu me disais que tu faisais ça en parallèle de ton premier job. En termes de chiffre d'affaires, parce que forcément, vous n'aviez pas d'investisseurs, est-ce que tu considères que le business que vous aviez géré à côté, il rapportait plus que ton job actuel? Parce que généralement, c'est à peu près ça le blocage quand les gens ils lancent ce genre de side business. C'est au moment où le side business rapporte plus que le job actuel, je quitte le job actuel et je fais le side business à plein temps, quoi. Exactement. Et nous, la question commençait à se poser. Alors, ça nous rapportait pas de revenus substantiels pour nous permettre de vivre, mais à un moment, on était arrivé à la croisée des chemins. Soit on continue et on accélère fort et ça devient notre occupation à temps plein, soit ça commence à devenir un peu trop gros pour être un side project et du coup, il faut qu'on arrête. Et pour plein de raisons, on a arrêté. Plus exactement, on a revendu en fait notre clientèle, notamment de restaurants et tout, à notre fournisseur. Et du coup, lui, ça lui a permis depuis la Haute-Loire de se trouver une nouvelle clientèle régulière à Paris. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a fini l'histoire là-dessus. On avait appris, on s'était éclaté et en plus on avait cette possibilité de terminer comme ça où c'était bénéfique non seulement pour nous mais aussi pour notre partenaire et nos clients, et c'est comme ça que ça s'est terminé. Ok, donc en fait ça te fait un exit quand même à quoi, 24, 25 ans peut-être, un peu moins peut-être. Ouais, c'est extrêmement modeste. Hein. Ouais. Mais effectivement, c'était ça aussi qu'on voulait faire. C'était le parcours depuis la création du site web, le premier saucisson vendu, jusqu'à un pseudo exit très modeste, hein, mais au moins on avait l'impression d'être allé au bout de l'aventure. Ouais, vous y êtes allé. Je voudrais quand même qu'on revienne aussi sur ton parcours un peu plus du côté sport. Parce que c'est vrai que ça, en règle générale, ça a quand même un impact assez fort sur l'envie d'entreprendre. Parce que toi, tu me disais que tu as fait de l'ultra trail. Donc pour moi, c'est un sport individuel. Peut-être je me trompe. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience? Pendant combien de temps tu en as fait? Est-ce que tu en as fait peut-être à HEC? Est-ce que ça a eu un impact sur la manière dont tu as approché le business aussi? Un petit peu plus de détails. Oui, exactement. Donc moi, j'étais sportif de haut niveau quand j'étais adolescent en badminton. Et après, à l'école, je me suis mis à l'ultra trail et donc la course longue distance en montagne. J'ai fait en gros 5 saisons avant que le Covid arrête un petit peu ça. Et puis maintenant, les enfants, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais en 5 saisons, du coup, mon objectif, c'était pareil, c'était de découvrir un maximum de choses. Plusieurs aspects à cette pratique du sport. Le premier, c'est l'envie de se découvrir. Et certains parlent de dépassement de soi. Pour moi, c'est plutôt de la découverte. Et en ultra trail, c'est exactement ça. On part au départ, kilomètre zéro. On est complètement intègre physiquement et mentalement. On est tout frais, on est tout préparé, on a bien mangé, bien dormi, etc. Et plus on avance,
et plus ça devient, plus on se dépouille en fait. Physiquement parce que on mange moins, on fait beaucoup d'efforts, etc. Mentalement parce que ça dure des heures, il faut rester concentré sur le parcours, il y a la fatigue, etc. Et du coup, on se découvre et en même temps, on découvre des paysages et il y a un lien avec la nature et une connexion qui se fait avec l'extérieur qui est aussi hyper agréable et c'est des moments, des paysages qui sont uniques. Moi, je me souviens, j'ai fait 2 fois le tour du Mont Blanc et mon passage préféré à chaque fois, c'est moi j'y arrive au lever du soleil. Les premiers ils passent en pleine nuit. Moi, c'est le lever du soleil sur le lac Combal, côté italien, avec les grandes Joras au-dessus et c'est absolument magnifique. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et puis le troisième, tu l'as dit, c'est un sport individuel parce qu'on est tout seul à courir. Maintenant, il y a quand même des relations humaines qui sont assez fortes pendant la course avec les autres coureurs, où en fait on se connaît la plupart du temps ni d'Ève ni d'Adam. Même si on part avec des potes au début, rapidement c'est dur de trouver d'être toujours sur le même rythme. Des fois on a des moments de faiblesse, des petits coups de mou, au contraire on se sent trop bien, on accélère. Du coup on reste pas tout le temps avec les mêmes et avec les potes avec lesquels on part. Par contre on découvre des gens et on partage des moments comme ça qui sont assez singuliers et uniques. Et je me souviens notamment la première fois que j'ai terminé le TMB, ça faisait plus de 30 heures qu'on n'avait pas dormi et je me retrouve à côté d'un Chinois avec qui on s'était dit en anglais et tout, vas-y on continue, on fait la dernière montée ensemble, etc. Et puis on commençait à se raconter nos vies, il était à Hong Kong, etc. Donc c'est quand même une découverte des autres et une découverte aussi en général, moi j'ai la chance, j'ai mes parents, ma femme ou des amis qui nous accompagnent et qui font les ravitaillements souvent, et ça aussi c'est une expérience avec eux, et je veux pas que ce soit pompeux ou autre, mais c'est un peu comme dans Apocalypse Now, où il y a la remontée du fleuve et puis au fur et à mesure ça devient un peu un délire dans la folie, il remonte le fleuve dans la folie et dans un délire psychédélique, etc. Là ça n'a rien à voir avec ça, c'est un délire physique et sportif, mais il y a un peu d'introspection. Okay. Et c'est ça qui me plaît. Le lien avec l'entrepreneuriat, je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est la découverte de l'inconnu. Que ce soit les paysages, que ce soit les réactions de son corps à la fatigue, etc. La découverte de l'inconnu, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est exactement ça. Créer des choses qui n'ont jamais été faites. Et comme on dit, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage. Ça, pour moi, c'est le premier lien. Et le deuxième, c'est la notion de travail associée à celle de performance, au sens où il n'y a pas de miracle et c'est pas magique. C'est beaucoup d'entraînement, un peu d'abnégation, de la répétition et du sérieux pour réussir à progresser, on va dire, en sport. Et c'est la même chose en entrepreneuriat, où souvent, de l'extérieur, on voit l'entrepreneuriat et des startups quelque chose de très, très brillant, très shiny, ça va très vite, etc. Et en réalité, quand on est à l'intérieur, les choses prennent quand même du temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de progression et d'incrémental. Et du coup, pour moi, c'est la deuxième passerelle entre le sport et l'entrepreneuriat, cette notion de travail, de constance et en même temps de plaisir. Et d'aimer ce qu'on fait. Okay. Et pour moi, c'est vraiment le fil rouge entre l'entrepreneuriat et le sport aussi, cette notion de plaisir. Ok, ça marche. On a beaucoup parlé de réussite sur le podcast, surtout sur les 2 premières saisons, et évidemment, sans ton parcours, on n'aurait probablement pas cette conversation aujourd'hui, mais j'aimerais aussi un peu inverser les choses, parce que c'est vrai que par le passé, on a dans certains épisodes parlé un petit peu plus de projets qui se passent mal, etc. Et toi, en sortie d'HEC, du coup, tu rentres chez John Paul. Donc, pour ceux qui ne savent pas, John Paul, c'est le leader mondial des services de conciergerie. Donc, ça appartient au groupe Accor. Et toi, tu vas y occuper le poste de stratégie manager pendant un peu plus d'1 an. Alors, sur ton LinkedIn, je vois des gros chiffres affiliés à cette expérience, des budgets, des trucs assez impressionnants. Et donc, du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques déjà pourquoi est-ce que tu as choisi d'y travailler en sortie de ce diplôme, sachant que tu avais aussi ton side project à côté. En quoi est-ce que ça a complété ton profil, sachant que finalement ce qu'on dit, c'est quand on sort d'HEC, on peut plus ou moins tout faire, quoi. Et est-ce que tu pourrais nous partager un projet qui s'est mal passé, parce que mine de rien, c'est vrai que comme tu disais, il y a aussi des choses qui avancent pas, des choses qui se passent difficilement, et je suppose que aussi dans cette expérience, sachant que tu avais 23 ans au moment où tu es rentré, et tu as dû faire des erreurs, et qu'est-ce que tu en as appris? Très bonne question. Je suis rentré chez John Paul par rapport au Side Project parce que c'était déjà une entreprise qui était créée depuis 5 ans avec un fondateur très fort et je suis rentré en stage bras droit du fondateur, et derrière c'était un peu ce poste-là, stratégie manager, c'était travailler avec lui sur les projets stratégiques de l'entreprise, de croissance interne, de croissance externe. C'est pour ça que les chiffres il y a pas mal de croissance, et du coup pour moi l'objectif c'était vraiment d'apprendre au contact de David, un
peu un fast track. Quand tu démarres un projet, tu pars de zéro et tu vends ton premier saucisson, etc. C'est hyper intéressant. Là, l'avantage, c'est que j'apprenais de quelqu'un qui avait déjà de l'expérience, qui pouvait me la transmettre, et j'appliquais un peu les concepts et ce qu'on avait appris, et je découvrais à une échelle qui était déjà supérieure à celle d'une boîte en création. Sur les échecs et les challenges, les difficultés, je pense que c'est la première fois aussi, j'étais hyper jeune dans ma carrière, de me confronter il y a des choses sur lesquelles on a de la prise et des choses où on n'a pas de prise. Et ça, pour moi, à l'époque, je l'avais vraiment vécu comme un échec. Le fait de pas réussir à changer quelques métriques ou à réussir à faire aboutir des projets à temps et ça, ouais, on a mis des choses derrière nous et on a validé beaucoup de projets, mais il y en a où on n'a jamais réussi à vraiment craquer le modèle. Moi, c'est pas confidentiel, mais j'avais travaillé beaucoup sur la refonte du système de fidélité de Nespresso, justement, et c'était une mission, c'était un appel d'offres qu'on avait gagné avec John Paul, etc. Donc les premières phases, c'était remport de l'appel d'offres, beaucoup de travail en terrain, d'études, etc. avec les équipes de Nespresso, avec des équipes marketing et avec les équipes de John Paul pour faire aboutir ce nouveau club et cette nouvelle expérience pour les clients Nespresso. Et du coup, je pense que ça a été un succès parce qu'effectivement le club Nespresso a été refondu. Par contre, pour moi, ça a été, on va dire pas un échec, mais un semi-échec parce que j'ai pas réussi dans mon temps chez John Paul à voir l'aboutissement de ce projet-là. Et du coup, je suis parti avant qu'il arrive à son terme. Donc ouais, c'est quand même un échec, mais qui m'a appris la patience, comment est-ce que les choses se décident, les différents comment aligner les différentes parties prenantes à un projet, que ce soit en interne, que ce soit en externe, avec des niveaux de seniorité, des niveaux de budget, etc. qui sont différents. Et du coup, ouais, donc un peu un échec quand même pour moi, même si justement comme à chaque fois on en sort un peu plus fort et avec plus d'expérience. Ok, c'est assez intéressant effectivement. T'es le premier invité du podcast à avoir fait une passe dans le milieu politique. Alors clairement, c'est pas le sujet du podcast, mais je pense que l'audience, elle pourra en apprendre des choses intéressantes. Pendant 9 mois, t'as été responsable de la mobilisation des territoires chez le parti En Marche, donc qui est, rappelons-le, depuis le parti présidentiel aujourd'hui. Et du coup, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. Déjà, en règle générale, l'opinion politique, c'est quand même un truc d'assez personnel, tu vois. C'est aussi pour ça que les gens s'engagent, etc. Et toi, tu as choisi de travailler pas sur n'importe quelle thématique, mais sur la partie plus des territoires, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire, je sais pas, t'aurais pu te proposer en tant qu'adjoint élu, en tant que peut-être même candidat, etc. Donc déjà, pourquoi avoir fait justement ce focus par rapport au territoire? Et surtout, j'ai remarqué que cette expérience, elle était courte, donc 9 mois, mais moi j'aimerais bien savoir le parallèle parce que c'est vrai que le milieu politique finalement il y a aussi des ressemblances avec le business et aujourd'hui c'est quoi les compétences de cette expérience que tu as retenues que tu réutilises aujourd'hui dans ton nouveau rôle et dans tes nouvelles expériences un peu plus axées business? Ouais, merci Eddy. Et effectivement c'est toujours particulier pour moi le premier d'avoir un engagement on va dire j'ai toujours eu pour moi un engagement citoyen, c'est-à-dire que je mets pas réellement de frontières, il n'y a pas un Antoine au travail, un Antoine à la maison et un Antoine, on va dire, citoyen, mais pour moi la vie c'est un même bateau dans lequel il y a des composantes différentes et tu peux pas être une personne différente dans l'un ou dans l'autre. Donc j'ai toujours eu un engagement un peu citoyen qui là s'est matérialisé et a fusionné en fait avec l'engagement professionnel pendant cette campagne électorale. Donc pour moi cette expérience ça a vraiment été un projet qui certes était politique, mais pour moi et ce que je faisais à l'intérieur c'était un projet et citoyen et entrepreneurial. C'était un projet citoyen parce que moi je suis né dans le 93. Mes deux parents sont policiers. Après, on a habité quelques temps à Menton. Ensuite, j'ai grandi en Auvergne. Après, tu l'as dit, j'ai fait mes études à Lyon. Ensuite, je suis parti à Paris. Pour moi, l'implication des territoires et au sens représenter la totalité de ce qui se passe en France, ou du moins en avoir confiance. J'ai pas la prétention de dire que je comprends toutes les variations locales, mais au moins de représenter cette teinte locale et d'avoir un aperçu qui est pas uniquement province ou pas uniquement Paris, c'était important. Et c'est pour ça que je me suis concentré sur les territoires, parce que d'un point de vue citoyen, ça faisait du sens pour moi par rapport à mon histoire familiale et autres. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, c'était vraiment une expérience entrepreneuriale. Pour la fin de ta question, En Marche, c'était certes un parti politique, mais c'était aussi une start-up du numérique. Qui avait absolument aucun fond, ou si ça a duré 9 mois, c'est parce que le parti s'est consolidé, on va dire 9 mois
avant l'élection et pas avant. Donc je suis arrivé quasiment pas au tout début, mais quasiment au début de l'aventure En Marche. Pour les territoires au tout début, puisque ma première mission en tant que bénévole à l'époque, ça a été vraiment d'identifier et de recevoir toutes les candidatures des gens qui voulaient représenter et s'engager pour En Marche dans chacun des départements. Et du coup, on a commencé à créer à faire passer des entretiens, à créer ces équipes locales dans chacun des départements. On est parti de rien et c'était une énorme aventure entrepreneuriale où moi je m'occupais du coup, on va dire, de la partie opération. Comment est-ce qu'on structure au niveau national dans chacun des départements une équipe de campagne qui est formée, qui recrute pour faire cette campagne. Donc c'était vraiment de l'entrepreneuriat, des opérations dans une start-up du numérique pour un projet politique. Et du coup, j'ai beaucoup appris là-dedans dans cette expérience. Pour te dire d'un point de vue opérationnel, et après ça fait le lien avec ce que je fais notamment chez Lime, on est parti au début de l'aventure, il n'y avait rien dans aucun territoire, pas une personne, pas physiquement, il n'y avait aucun tract, même le programme n'était pas clairement défini, etc. C'était plutôt un état d'esprit, une attitude. Et dans l'entre-deux tours, 6 mois après, on est arrivé et on a distribué plus de 30 millions de documents aux Français en une semaine. Et donc ça veut dire qu'en 6 mois, on avait réussi à mettre en place un circuit de production, de distribution qui nous permettait le lundi de passer la commande à l'imprimeur, le mardi c'était imprimé, le mercredi c'était réceptionné, le jeudi c'était distribué à tous les bénévoles dans tous les départements de France. Et vendredi et samedi, c'était sur les marchés et ça arrivait aux citoyens. Et donc cette capacité à structurer les choses dans un contexte d'hypercroissance, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris encore plus chez En Marche que chez Chatbot. Ok, ça marche. Je pense que vu le reste du temps qui nous reste, je pense qu'on va faire une éclipse sur ton parcours chez C-Bubble, même si, rappelons-le, le produit était incroyable. Je vous laisse regarder si vous voulez sur internet. J'ai été assez bluffé par les images, mais on va passer plus sur ton parcours aujourd'hui chez Lime avant de rentrer plus dans le focus marque autour de votre marketing. Ça fait 3 ans maintenant que t'es rentré dans l'entreprise, d'abord en tant qu'operation manager, ensuite senior et ensuite aujourd'hui GM sur la zone de Paris comme tu l'as expliqué dans l'intro. Et du coup, avec ton background académique et l'attrait que tu avais sur la thématique du territoire, des transports, etc., on pourrait se dire que Lime c'était littéralement fait pour toi. Ceci dit, moi il y a un truc qui attire mon attention, c'est qu'aujourd'hui Uber c'est une belle entreprise, hein. Ils ont aussi une mission autour des territoires, etc. Lyft, ils ont aussi une super mission autour des territoires. Bird, ils ont aussi une super mission autour des territoires, etc. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a plu dans la marque Lime et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce projet. Complètement. Pour moi, il y a 2 niveaux. Comme tu le disais, il y a pourquoi une entreprise de la micromobilité et on va dire par rapport à un Uber ou à un Lyft. Ça, c'est très clair pour moi. C'est que le degré d'innovation pour moi d'une trottinette ou maintenant d'un vélo en libre service, plus neuf et plus important que un service de VTC. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur dedans, mais pour moi, un service de VTC, c'est la digitalisation d'un service de taxi et qui existait avant. Mais c'est la digitalisation et du coup, pour moi, l'innovation est technologique, mais chez Lime et dans la micromobilité, il y avait une innovation supplémentaire pour moi, à savoir c'est un nouvel engin, des nouveaux usages et en plus drivé par la notion de plaisir. Et moi, c'est ça qui m'a marqué, tu vois, genre étant sportif, etc. J'avais jamais fait de trottinette de ma vie et de façon totalement transparente, je trouvais ça un peu ringard. Je me disais à moitié, si j'ai pas envie de pédaler ou si j'ai pas envie d'y aller en marchant, j'irai en trottinette. Et en fait, c'est pendant l'entretien d'embauche. La première fois que je suis monté sur une trottinette, c'était pendant l'entretien d'embauche et c'était un peu la dernière étape. Et en fait, là, j'ai compris, il y a eu un peu un déclic tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris que sur une trottinette électrique, instantanément, en fait, j'avais le smile, quoi. Après 10 mètres, 20 mètres, j'avais le sourire et j'étais bien et j'avais des sensations et en même temps, j'avais l'impression de me connecter un peu avec la ville autour. Je sais pas si c'était la position debout ou autre, mais du coup c'était sur les berges de Seine et en remontant comme ça le long des 2 îles, ensuite passer Grand Palais, Tour Eiffel, etc. Je sais pas, il y avait une expérience qui était nouvelle. Donc pour moi ça c'est la première réponse à ta question, pourquoi la micromobilité et la trottinette, vélo et scooter plutôt que du VTC. Et la deuxième c'est pourquoi Lime parmi les autres.
moi, ce que je retrouve chez Lime et qui me passionne, et dès le début, c'est que tout est cohérent sur l'image de la marque et notamment cette couleur. Pour moi, je sais pas, cette couleur, elle parle et pour moi, c'est un énorme facteur de succès. Je sais qu'elle a été très travaillée par Lime à ses débuts et par ses fondateurs et notamment Brad Bao. Ils ont fait vraiment des recherches sur la couleur et qu'est-ce que ça implique. Et pour moi, cette couleur, elle est assez chaude et elle véhicule pas mal elle véhicule très bien les valeurs de la marque et y compris en interne. Et du coup, c'est ça que j'ai retrouvé et qui fait que pour moi, Lime est unique. C'est ce concept que, certes, c'est une entreprise mondiale, c'est un leader de la tech, présent dans 200 villes dans le monde, etc. Mais c'est avant tout des opérations qui sont extrêmement locales. Et la philosophie chez Lime, la décentralisation. Et chaque ville est un laboratoire pour tester des nouvelles choses et voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Et du coup, ça, par rapport à mon parcours et à ma personnalité, c'est quelque chose d'unique et qui résonne beaucoup. On l'a dit, l'implication avec les territoires, le fait de comprendre localement qu'est-ce qui va pousser des gens à avoir une action citoyenne, à changer les choses, à changer leurs habitudes. Et ben là, chez Lime, j'avais la possibilité de l'exprimer pour moi de façon unique sur le marché parce qu'on avait à la fois la force de frappe d'un leader et de quelqu'un d'une entreprise qui a les moyens de ses ambitions et en même temps cette liberté, cette flexibilité pour l'adapter à la réalité locale et aux territoires locaux. Et c'est pour ça que j'ai choisi Lime et que j'y reste depuis 3 ans et que je suis épanoui dans cette entreprise. C'est justement pour la combinaison de ces facteurs. Ok. Il y a des trucs que j'aimerais bien préciser. Déjà, première chose, est-ce que toi, en sortie du coup de C-Bubble, t'avais d'autres offres? Tu t'es fait chasser un peu par des RH, etc. ou pas du tout? Ouais, effectivement, après 3 ans, chez En Marche, chez C-Bubble, chez John Paul, etc., il y avait pas mal d'offres. On commençait à connaître des gens qui ont des besoins dans les startups, les fonds d'investissement qui avaient mis chez C-Bubble. Je disais, ah bah ouais, il y a un profil intéressant, est-ce que ça t'intéresse de rencontrer telle et telle autre boîte? Effectivement, c'était tout intéressant et je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui va vraiment me correspondre au-delà de simplement un projet professionnel, qui est ces implications citoyennes que je retrouve. Et du coup, Lime avait ça. Et aussi, moi, j'avais pour volonté de retourner habiter à Lyon avec ma femme. On venait de se marier et ça, c'était un autre critère. Et du coup, Lime rassemblait tout ça et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Ok. Est-ce que Day One, quand tu fais les premiers entretiens, donc du coup pour un poste aux opérations, t'as pour ambition d'être GM d'une ville ou du pays, ou c'est jamais un truc qui revient sur la table au moment de l'entretien? Jamais, et tu vois, ça rejoint ce que je te disais plus tôt. C'est pas, encore une fois, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage. Et du coup, pour moi, je commençais le jour 1 et je savais ce sur quoi je commençais au jour 1 et j'avais envie du jour 2. Okay. À savoir, le jour 1, j'ai passé l'entretien avec celui qui m'a recruté, s'appelle Armand, il est toujours chez Lime. Et tu vois, genre, on a commencé l'entretien, on s'est retrouvé sur une terrasse à Lyon. Lui, il était en train d'ouvrir 14 marchés, il avait fait 3 pays en 3 jours, etc. Et en fait, juste, on s'est vu, on a commencé à parler et limite, on a eu un fou rire instantanément, quoi. Et mine de rien, c'était aussi, donc non seulement, j'ai dit, des raisons personnelles, des raisons professionnelles, mais aussi des raisons humaines. Qui ont fait que dès le jour 1 chez Lime, je pensais pas à l'avenir ou à autre chose, mais c'est juste, j'avais envie du jour 2 et je continuais à apprendre le jour 2, non seulement avec les gens, avec le produit. Et c'est ça qui fait que j'ai construit au fur et à mesure des 3 ans, sans aucune arrière-pensée ou objectif, on va dire, de carrière. Ok, parfaitement clair. Bon, du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans le focus autour de la marque. En parlant un peu plus de votre marketing, vous avez une position assez intéressante dans le sens où vous êtes une entreprise de la tech, comme tu le disais, et aussi une entreprise des transports, donc ça veut dire vous faites face à des utilisateurs finaux et villes. Tu m'en parlais un peu en préparation que ça a impliqué du coup une conception triple de votre produit. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que cette conception triple et surtout c'est quoi les enjeux qui sont affiliés à ça, sachant que vous avez un produit avec une expérience locale à chaque territoire. Donc comment est-ce que vous faites pour aligner l'expérience client de la marque avec chacun des territoires, sachant qu'il faut que effectivement quand je fais de la Lime à San Francisco, ça doit être aussi bien que quand je fais de la Lime à Paris sans dégrader la marque, etc. Ouais, exactement. Merci pour cette question. C'est extrêmement intéressant et ouais, nous comme tu dis, on est présent, on est à la fois un leader de la tech, à la fois on fait du transport. Et en même temps, on est présent sur l'espace public et on est visible. Et du coup, tout ça, c'est une responsabilité vis-à-vis des villes et de leurs habitants, usagers comme non usagers. Et du coup, pour répondre à ça et être à la hauteur de ce défi, il faut qu'on soit à la pointe de la transition durable des transports. Et du coup, on met au service de celle-ci et des villes notre, on va dire pas force de frappe internationale, mais notre capacité d'innovation technologique avec les centaines d'ingénieurs qui travaillent sur justement un produit qui est triple, qu'on adapte localement.
Pour entrer dans le détail, ce produit, justement, il a un peu 3 pattes. Le premier, c'est l'application, on va dire, client, et celle que tous les utilisateurs utilisent au quotidien. Comment est-ce qu'on l'adapte à nos objectifs? L'objectif pour nous, c'est d'être un partenaire sérieux et fiable, comme une option de transport dans les villes où on est présent. Du coup, à Paris et en Europe, enfin en Europe plus généralement et à Paris notamment, si tu veux, les transports en commun, c'est vraiment l'épine dorsale de la mobilité de la ville. Nous, on n'est pas du tout concurrents, mais on est complémentaires à ça. On a remarqué un truc, c'est que l'abonnement illimité, c'est quelque chose qui est dans les mœurs, dans le transport en Europe et en France. Et du coup, notre produit, nous, on l'a adapté et maintenant, on a un pass depuis plus de 6 mois. On a un pass Lime illimité où pour 39 € par mois, on peut utiliser trottinette et vélo sans limitation. Ça, par exemple, c'est la mise en... Pour cette première patte du produit, à savoir côté client sur l'application, c'est mettre notre capacité d'innovation, parce qu'on est les seuls à le proposer sur le marché, c'est notre capacité d'innovation unique au service d'une ville, parce que ça, c'est un pass qui est pas présent dans toutes les villes de Lime, bien loin de là. Je crois qu'on est 2 ou 3 villes maximum à l'avoir. Donc ça, c'est une spécificité produit sur la partie application client. Le deuxième pan du produit, c'est tous les outils internes qu'on utilise pour opérer. Et notamment comment on optimise une gestion de flotte, parce que pour faire des transports plus durables, il y a non seulement le moyen de transport qui est utilisé par le client, à savoir un moyen qui est doux, qui émet pas d'émissions de CO2, qui fait pas de bruit, qui prend beaucoup moins de place et qui en plus est partagé, mais il y a aussi la façon dont on l'opère. Et pour nous, les deux sont alignés, et c'est pour ça qu'on met au service toutes nos capacités de développement. On les met au service aussi de la création du produit interne pour opérer nos flottes. Comment est-ce qu'on optimise des routes pour aller changer des batteries, par exemple? Comment on optimise les routes des opérateurs? Comment est-ce qu'on optimise le placement et la recharge de nos véhicules pour qu'ils soient toujours disponibles avec de la batterie au moment où il va y avoir de l'utilisation? Et ça, par exemple, c'est l'adaptation de notre produit et le fait, par exemple, de faire des routes qui sont optimisées en temps réel avec des algorithmes qui prennent en compte le temps qu'il fait, la performance la veille, où est-ce que la température, la performance historique la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant, etc. pour optimiser au maximum la recharge de nos engins et faire en sorte qu'on optimise les trajets qui maintenant sont faits pour la plupart en vélo cargo. Donc voilà, c'est mettre au service cette force de frappe et de capacité de développement d'algorithmes extrêmement compliqués au service du bon sens et de la durabilité de nos opérations en maximisant les vélos cargo pour faire des recharges. Et enfin, le troisième patte de notre produit, c'est effectivement le véhicule. Et du coup, là, on est sur ce qu'on appelle du hardware, donc du produit physique. Et donc, c'est nos trottinettes, nos vélos et nos scooters. Et ça, cette capacité d'innovation, aujourd'hui, on est les seuls à proposer trottinettes et vélos avec la même batterie et une partie des pièces détachées qui sont en commun. Et ça, c'est extrêmement fort parce qu'encore une fois, c'est mettre notre produit physique au service de notre objectif aussi environnemental et d'efficacité opérationnelle. Et du coup, on diminue le nombre de pièces détachées, on augmente la productivité et la densité des batteries à changer pour justement faire converger tous ces aspects d'efficacité environnementale et opérationnelle à travers la complémentarité de nos batteries et des pièces détachées entre les vélos et les trottinettes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est assez unique. Donc, je sais pas si c'est plus clair sur ces 3 aspects du produit, l'application côté client, les applications et les outils en interne pour opérer la flotte, et le troisième, c'est les produits physiques. Ok. J'aimerais bien revenir un peu sur la partie alignement, parce que moi, du coup, j'ai été indirectement aussi un utilisateur de Lime. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une partie de mes études à Los Angeles, et du coup, pendant un voyage à San Francisco, j'ai testé le produit ASF, et j'étais assez étonné, parce qu'en fait, moi, j'étais sur des trottinettes immenses, vraiment, c'était limite un scooter, quoi, à San Francisco, et par rapport au Lime que j'ai pu tester à Paris, c'est vrai que ça fait un peu petit modèle, etc. Moi, j'aimerais bien savoir, sur votre politique de lancement produit, est-ce qu'il y a des villes qui sont en priorité pour faire des tests? Par exemple, je sais pas, une trottinette différente qu'on lancerait d'abord à New York, à San Francisco, et avant de la lancer à Paris, ou ce genre de choses. Et comment est-ce que vous faites pour garantir le fait que l'expérience soit aussi bien dans à peu près toutes les villes? Parce que c'est vrai que mine de rien, c'est pas les mêmes usages, hein. Les routes sont aussi plus grandes, comment c'est construit Paris, c'est une ville assez spécifique, etc. Mais mine de rien, quelqu'un qui est habitué à l'image de marque de Lime, avec, tu disais, le sentiment de plaisir, de liberté, etc., il va vouloir retrouver les mêmes éléments, mais vous avez quand même des contraintes locales qui font que
il faut adapter la manière dont vous diffusez la marque. Enfin, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça? Ouais, exactement, une très bonne question. Tu vois, pour te prendre 2 exemples très, très clairs, pour que l'expérience soit la même, si tu étais à Los Angeles et par exemple, je dis une bêtise, tu as mis $30 du coup à Los Angeles sur ton compte Lime et que t'as pas tout de suite utilisé là-bas, t'arrives à Paris, t'as pas besoin de recharger ton compte, les dollars, automatiquement, ça te fait des crédits en euros pour utiliser à Paris. Okay. Donc ça, c'est un des premiers garants qui fait que l'expérience, en fait, c'est la même application, c'est tes mêmes crédits, etc. Et tu vas pouvoir utiliser l'application de la même façon. Autre élément, tu disais, on a des caractéristiques de ville avec, il y en a qui sont plus vallonnées que d'autres. Tu vois, par exemple, on est à Tel Aviv. Tel Aviv, c'est absolument plat. Il se passe rien. Il n'y a pas de pavé. À Paris, par exemple, on a Montmartre, on a la butte aux Cailles. On a aussi beaucoup de pavés. Et du coup, pourtant, la trottinette est la même. Et comment est-ce qu'on fait pour que ton expérience, elle soit la même? En fait, on a développé un module sur notre dernier modèle de trottinette qui permet, en fait, d'augmenter la puissance du moteur en fonction de l'inclinaison de la route. Ce qui fait que avant, sur les premiers modèles, dès que tu arrivais en montée, forcément, la trottinette, elle galérait et t'étais à aller 5-6 km/h, voire tu faisais mieux d'y aller à pied. Alors que maintenant, justement, on a énormément progressé là-dessus et du coup, on a mis au service nos outils internes pour repérer avec un accéléromètre quelle est la déclivité de la route que tu es en train d'emprunter et on adapte la puissance du moteur pour qu'aujourd'hui, si tu fais le test sur les derniers modèles, quand tu montes sur une pente raisonnable, 5, 10, 15%, en fait, t'es toujours à 20 km/h. Donc ça, tu vois, c'est 2 petits exemples. Je sais pas si ça répond à ta question, mais qui montrent que même si d'extérieur, c'est la même application, c'est la même trottinette, en fait, on l'adapte localement sans que tu le vois et sans que ce soit perceptible pour que ton expérience, elle soit de la même qualité que tu sois à Los Angeles, à Paris, à Tel Aviv, à Séoul ou à San Francisco. Ok, parfaitement clair. Bon sans plus tarder, on va rentrer dans le Fast and Curious version brand. Donc Fast and Curious, c'est le concept de Combini version brand, le concept du brand podcast. Tu auras 2 propositions de choisir entre l'une et l'autre la plus rapidement possible. Antoine, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, j'ai la pression. Le premier jour, pour bien soigner son entrée au bureau, il faut arriver en scooter ou en trottinette Lime? En trottinette. Si on devait changer le nom de la marque par Lemon, tu serais pour ou contre? Contre. Si Lime était en Afrique, votre première ville, ce serait Cape Town ou Lagos? Lagos. Pour finir, Antoine, quelle est ta question pour moi? Ma question pour toi, c'est tu penses que ce sera quoi le mode de transport urbain du futur? Dans 10 ans, on se déplace comment en ville? Le mode de transport urbain du futur. Tu sais, déjà, il y a un truc qui m'énerve, c'est que depuis que j'ai passé le brevet, c'est-à-dire il y a quand même un moment, on me parle du Grand Paris. Alors, le Grand Paris, j'ai l'impression que ça n'en finit pas. On fait toujours des travaux. Et du coup, je me dis, ça doit peut-être même faire 10 ans qu'on parle déjà du Grand Paris. Donc, je me dis que d'ici 10 ans, il y a moyen qu'en fait, que les choses aient extrêmement peu changé, à la simple différence que je pense que d'ici là on aura quand même déjà un peu plus de pression de la part des acteurs privés, ce que je trouve être une bonne chose, parce que c'est vrai que mine de rien, voilà, sans des boîtes comme on en parlait, Uber, comme vous, ou je sais pas même pas, comme Hitch, c'est vrai qu'on serait toujours en train de prendre des taxis avec une expérience qui est ce qu'elle était, mais qui est en tout cas bien inférieur à ce qu'on peut retrouver avec les différentes propositions de valeur de ces boîtes-là. Et moi, en tout cas, plus qu'une transformation dans le produit, parce que aujourd'hui c'est vrai que les trains ça marche bien quoi. Enfin, même si la SNCF beaucoup s'en plaignent, ça reste quand même un truc qui fait déplacer un paquet de gens tous les jours avec un minimum de problèmes et avec des opérations qui tournent 24/24 quasiment tout le temps, même les vacances, etc. Je pense qu'on aura surtout un peu plus d'acteurs privés qui vont venir apporter des innovations un peu plus je dirais plus microscopiques, mais je veux dire à l'échelle tech quoi. Donc des choses qui sont un peu plus liées au téléphone. Je te prends un exemple très simple. Tu vois, typiquement moi quand j'ai appris à prendre des transports, on était sur l'application SNCF qui était très nulle, qui était très difficile, avec une carte extrêmement dure à comprendre. Et aujourd'hui, le simple fait de prendre Citymapper quand je suis en France et que j'arrive à Los Angeles et que c'est le même Citymapper et que je reviens en France et c'est toujours pareil et que ça s'actualise en temps réel avec tout ce qu'il faut et tout, du coup le train il n'a pas bougé, mais moi je suis moins en galère dans le train, tu vois. Et donc du coup pour moi c'est un peu le même truc, tu vois. Je vois plus des compléments de tech
qui viendrait s'agripper à la manière dont on prend nos transports aujourd'hui, plus que des changements dans la manière dont on se transporte. Puisque c'est vrai que, mine de rien, comme tu le disais, le transport, c'est quand même quelque chose qui est très culturel, avec des passes, des habitudes, etc. Et c'est aussi des choses qui vont être difficiles à changer en 10 ans. Je le vois plus en 50 qu'en 10 pour avoir des vrais changements sur les modes de transport, etc. Sur ces belles paroles, on va clôturer le podcast. Si vous nous écoutez toujours après un peu plus de 41 minutes de podcast, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous la regardez sur YouTube, le podcast est toujours disponible gratuitement. BRVND podcast, voilà, chaîne YouTube du podcast, tous les épisodes sont là. Si vous n'avez pas d'abonnement sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes comme Apple Podcast. Ça nous aide toujours à progresser, à remonter dans les catégories. Depuis la saison 1, on est classé dans la catégorie marketing, dans la catégorie affaires, donc ça aide toujours. N'hésitez pas, si vous avez un peu de temps devant vous, ou ce que vous avez tout simplement aimé ce podcast, à nous mettre un petit commentaire, même combat, et à partager le podcast à une personne dans votre entourage qui ou sera inspiré par le parcours d'Antoine, ou aura envie d'en apprendre un petit peu plus sur la manière dont l'influence marketing, ou pour toute autre raison. Et voilà, ça aide toujours à se développer. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire cet épisode. J'ai beaucoup apprécié, on a pu parler de beaucoup de topics. J'apprécie vraiment faire cette saison 3 parce que je trouve qu'il y a vraiment une nouvelle profondeur qui est liée aussi au parcours et aux expériences des différents invités. Donc c'est très sympa. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même date, lundi, 8h sur toutes les plateformes de streaming. Et nous, on se dit à bientôt. Salut Antoine. Plaisir partagé, merci Eddie.